Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Nous allons ce soir vous présenter des fonds thématiques, on l'espère prometteurs, qui permettent une surperformance de rendement et de croissance sur le long terme dans vos contrats d'assurance vie, de capitalisation également, autour des enjeux majeurs que sont l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la robotisation et la santé. On est toujours très attentif chez Alta Profit à demeurer de façon régulière une force de proposition pour nos adhérents et on préfère que nos adhérents soient directement partie prenante de belles histoires boursières depuis le départ plutôt que de les prendre en marche. On le voit bien, le monde change, le rythme d'innovation accélère, de nouvelles tendances émergent au sein de nos foyers, des entreprises, des gouvernements, explosion de la télémédecine dans le monde, spécialement en Chine, New Green Deal en Europe visant à répondre aux grands enjeux environnementaux et climatiques, digitalisation à marche forcée des banques, des assureurs, émergence de fintech mieux valorisées que certaines grandes banques historiques en à peine une décade. On a par exemple N26 néobanque berlinoise valorisée 9 milliards d'euros, création en 2013, plus que Commerzbank, création en 1870. Celui qui résume le mieux la transformation que nous vivons est sans doute Satya Nadella, directeur général de Microsoft. 2 ans de transformation numérique s'est faite en 2 mois en 2020 lors du premier confinement. Pour en parler, je suis entouré des représentants de 3 grandes gestions d'actifs de très forte notoriété et de leurs représentants. Audrey Poli de JP Morgan. Bonsoir Audrey. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à toutes et à tous. Jean-Georges Dressel de la financière de l'échiquier. Bonsoir et bienvenue Jean-Georges. Bonsoir Jean-Yves et bonsoir à tous. Et Corentin Morando de Thematics de Natixis. Bonsoir et bienvenue Corentin. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous commencerons cette discussion par le traditionnel point macro qui sera présenté par Audrey pour faire un zoom sur les derniers développements macro. Audrey, je vous cède la parole. Merci Jean-Yves. Alors je vais essayer d'être synthétique et percutante et j'espère qu'il y aura peut-être des questions en fin de session. Donc, un petit juste rappel, en 2020, c'est quand même la pire récession que le monde ait connue en temps de paix. Grâce à l'intervention sans précédent des banques centrales, des gouvernements, on a pu un petit peu éviter le pire et amenuiser un peu ces situations de confinement sur les économies. L'arrivée en fin d'année du vaccin et ses soutiens sans faille des gouvernements et des banques centrales ont permis en 2021 de renouer avec la croissance économique. Donc aujourd'hui, on est dans une phase de reprise mondiale au niveau de l'économie. Où on en est plus spécifiquement au moment où je vous parle, cette reprise se poursuit, mais on constate un léger fléchissement, un léger ralentissement. Les indicateurs macroéconomiques se contractent. Alors, pour quelles raisons? Si on regarde du côté des pays développés, tout simplement, on arrive un petit peu au bout des politiques de relance. Donc, on a passé le pic de croissance, le meilleur est derrière nous. Donc, aujourd'hui, on revient sur des taux de croissance plus normalisés. Et puis, on a le côté des émergents qui sont en ce moment proies à quelques difficultés. Tout d'abord, des campagnes de vaccination qui n'ont pas eu autant d'efficacité que dans les pays développés, donc encore des économies qui se reconfinent régulièrement. Et puis, le moteur de croissance des émergents, la Chine, qui aujourd'hui a quelques difficultés à très court terme. Alors, je vais parler rapidement de la Chine, puisque nous, c'est la question qu'on a le plus et qui revient très souvent de la part de nos clients. Que se passe-t-il en Chine? Je vous rappelle juste que la Chine, c'est le premier pays rentré dans la crise, le premier sorti, qui a fini avec une croissance de son PIB de près de 2% en 2020, une des rares économies à s'en sortir positivement, qui a commencé à ralentir justement sa politique monétaire en début d'année et qui s'est lancé dans un cycle de resserrement réglementaire d'un certain nombre de secteurs, des secteurs stratégiques pour la Chine. Donc ça a commencé par les techs, puis le soutien scolaire cet été, et en ce moment, vous devez lire dans la presse tout ce qui touche l'immobilier. Donc des soubresauts sur la Chine, et puis à côté de ça, des pannes d'électricité assez importantes qui paralysent le pays actuellement, puisqu'on a des problèmes de matières premières, notamment du charbon. La Chine est très dépendante du charbon, et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises marchent au ralenti. Donc, ces éléments qui font que c'est un petit peu plus compliqué à court terme. Donc, les émergents, les pays développés ralentissent, mais attention, on reste sur des tendances de long terme qui restent très bien orientées. Une croissance du PIB cette année attendue à près de 6% d'après le FMI. On a à côté de ça des entreprises qui se portent bien, des bénéfices qui sont
plutôt bien orienté. On a en ce moment les publications de résultats pour le 3e trimestre. Les surprises sont bonnes, donc les entreprises vont bien. Et puis, vous avez le ménage qui a cet excédent d'épargne, cette épargne forcée liée à l'absence de consommation l'année dernière et donc qui devrait soutenir les marchés puisqu'on espère que ce sera de la consommation et de l'investissement sur les marchés financiers. Donc, un monde qui va plutôt bien dans l'ensemble, mais des risques qu'il ne faut pas négliger. 2 gros risques à suivre sur cette fin d'année. Le premier, et je pense que tout le monde en entend parler, c'est l'inflation. On a une reprise de la croissance, mais accompagnée de pression inflationniste assez importante. 2 raisons. Partie matières premières, puisqu'on a eu une année 2020 où on était confinés, on ne bougeait plus, donc beaucoup de matières premières ont fortement baissé. Le pétrole a été en territoire négatif, je vous rappelle. Aujourd'hui, on est revenu sur des niveaux avec un baril à près de 80 $. Et également, à côté de ça, des chaînes d'approvisionnement qui sont complètement désorganisées puisque le monde n'a pas encore retrouvé toute cette logistique qui existait d'avant-crise. Donc, ces pressions inflationnistes, il va falloir les suivre. Pourquoi? Puisque si l'inflation s'emballe et devient trop importante, les banques centrales devraient agir, réduire les liquidités et augmenter les taux, ce qui pourrait avoir un impact sur la croissance mondiale et peut-être casser la reprise dans l'œuf. Donc, vraiment à suivre de près, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle est transitoire ou elle est structurelle sur du long terme? Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, on pense que c'est transitoire et que c'est lié à cette sortie de confinement et de pandémie. Le deuxième risque à ne pas oublier, puisqu'aujourd'hui, tout va mieux, on commence à retrouver une vie normale, mais attention, la pandémie n'est pas terminée, loin de là. 60% de la population des pays développés est vaccinée contre 96% de la population à faible revenu qui ne l'est pas. Donc, tant que la pandémie n'est pas réglée dans le monde, elle n'est pas réglée pour nous. Elle passe les frontières. Donc, attention au retour de nouvelles souches, de variants ou encore de l'arrivée de l'hiver. Eh bien, merci Audrey pour ce point macro. Première question qui va s'adresser à tous les trois, en réalité l'un après l'autre. Nos interlocuteurs nous interrogent assez souvent sur les fonds thématiques, c'est souvent lié à leur intérêt personnel ou à leur vie professionnelle. Et j'aimerais vous poser cette question des critères qui sont essentiels pour vous pour qu'un fonds thématique soit clairement identifié comme attractif sur la durée. Encore une fois, nous, on a une véritable approche de long terme. On n'est pas des traders, on est des investisseurs de long terme et ça correspond à certains critères. Peut-être Jean-Georges pour commencer, pour répondre à cette question. Avec plaisir, Jean-Yves. Alors effectivement, à la financière de l'échiquier, c'est un peu ce que vous évoquiez dans l'introduction. Pour nous, la gestion thématique, un fonds thématique, avant tout, ça doit être la capacité à surperformer, je dirais, le marché des actions internationales globalement, c'est-à-dire trouver des thématiques qui sont des thématiques qui vont être des thématiques porteuses dans les années à venir, voire les décennies à venir. Donc, c'est isoler un certain nombre au sein d'un fonds, un certain nombre de valeurs et d'entreprises tournant autour d'une même thématique qui va être un thème qui va complètement changer nos manières de fonctionner et qui va bouleverser un peu nos économies. Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est regrouper au sein d'un fonds des entreprises ayant des croissances qui sont beaucoup plus fortes, ayant un chemin de croissance qui va nous amener à surperformer, je dirais, les actions globales dans leurs ensembles. Et c'est vrai que le thème de l'intelligence artificielle est particulièrement parlant à ce niveau-là, parce que c'est vrai que ça nous projette dans les années à venir, voire les décennies à venir, puisque c'est un thème sur lequel, effectivement, on estime qu'on n'en est encore qu'aux prémices et qu'il y a encore des développements absolument passionnants qui nous attendent dans les années à venir. Merci Jean-Georges. Corentin, quelle est votre vision sur ces critères fondamentaux que vous retenez, vous, pour choisir les fonds thématiques qui sont identifiés comme extrêmement attractifs sur la durée, encore une fois? Alors effectivement, on commence à constater depuis quelques années maintenant un engouement de la part des investisseurs pour les fonds thématiques pour 2 raisons principales sûrement. Premièrement, la performance, puisque quand on arrive à sélectionner les fonds thématiques voilà, globaux, intéressants, on arrive à avoir des performances sur le long terme, comme disait Jean-Georges, particulièrement intéressantes. Et le deuxième aspect, je pense que c'est le fait qu'ils sont faciles à comprendre. Même pour une personne qui n'est pas dans la gestion d'actifs au quotidien, une gestion thématique, ça lui parle et ils comprennent
dans quoi ils investissent. Et c'est vrai que les consommateurs finaux, maintenant, les investisseurs, veulent de plus en plus comprendre dans quoi ils investissent, dans quoi va leur argent. Et donc, chez Thematics Asset Management, on essaye vraiment de les rendre attractifs de par notre ADN qui va se baser sur 4 piliers. On va avoir tout d'abord la croissance séculaire. Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Jean-Georges. Effectivement, on va chercher à sélectionner les entreprises qui vont façonner le monde de demain. L'objectif, ça va être de mettre du sens et du bon sens dans nos allocations pour que eh bien, les investisseurs comprennent ce dans quoi ils investissent. Et l'un des exemples les plus marquants, si on prend le thème de la sécurité, par exemple, aujourd'hui, une voiture qui sort d'usine a un contenu en sécurité de l'ordre de 300 €. Ce contenu, il va passer à 1 200 €. Il va faire x4. Donc, typiquement, toutes les entreprises qui vont travailler dans ce contenu en sécurité vont énormément nous intéresser puisqu'elles vont être porteuses de croissance sur le long terme. Ensuite, on va avoir des fonds qui vont être très sélectifs, très focus. On va borner l'univers thématique, voir où il démarre, voir où il s'arrête pour composer voilà, des fonds assez concentrés. Tout ça, on va le faire sans contrainte puisqu'on va jouer toutes les zones géographiques, aussi bien les États-Unis que l'Europe et les pays émergents, tout type de capitalisation avec des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des petites entreprises. Et le point essentiel, je dirais, c'est que ce ne sont en aucun cas des fonds sectoriels. On va jouer une thématique, mais sur tous les pans de l'économie. Et enfin, des fonds responsables. Je pense que c'est important aujourd'hui d'être dans l'air du temps avec des fonds qui sont labellisés ISR, donc investissement socialement responsable, car ce sont aussi ce que les clients demandent aujourd'hui. Merci Corentin. Il nous reste à demander à Audrey sa vision sur la stricte même question. Audrey. Alors, les ingrédients pour qu'un fonds thématique fonctionne et en tout cas soit attractif. Un premier critère qui a été évoqué par mes camarades très clairement, c'est que ce soit une tendance de long terme, une tendance structurelle. Attention aux effets de mode, attention au concept marketing. Hein. L'idée, c'est d'investir dans des fonds qui vont durer, qui ne vont pas disparaître parce que ça aurait été du court-termiste. Donc ça, c'est clé. Deuxième chose, il faut que le thème soit rentable. Hein. Qu'on investisse dans un investissement avec des entreprises qui gagnent de l'argent sur ce thème. Ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Troisième chose, et c'est important aussi, c'est de regarder un peu ce qu'il y a dedans, hein, d'ouvrir un peu le capot et comment c'est géré et par qui. Aujourd'hui, on voit que les thèmes sont de plus en plus des thèmes très pointus et ça nous semble important d'avoir à la fois des gérants qui sont des spécialistes de l'analyse financière, hein, de regarder des bilans d'entreprise, mais également des experts du thème. Ça nous semble clé puisque on n'apprend pas comme ça certaines choses. Donc, je vous donne un exemple typiquement sur notre fonds santé. On a une de nos gérantes, Anne Marden, qui est une spécialiste de l'analyse des secteurs depuis 35 ans de la santé, et elle travaille en co-gestion avec un ancien chirurgien des hôpitaux de Paris, pardon, de Boston, qui est là justement pour regarder les dossiers, les analyser et lui apporter aussi ses connaissances en termes de médecine. Donc ça, c'est ce qu'on aime. Et enfin, le dernier élément, mais c'est aussi lié à notre approche très globale, c'est d'avoir un univers d'investissement assez vaste pour que le thème puisse traverser les cycles. Attention, si c'est trop un fonds de niche, le danger, c'est que le gérant ne puisse pas faire de sélection de titres et d'arbitrage. Encore un exemple sur notre fonds des technologies US. La technologie, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est un thème qui existe depuis très longtemps. Notre fonds l'a lancé en 1997. Grâce à l'univers qui est très vaste, on a pu faire évoluer par rapport aux nouvelles tendances le produit qu'on vous propose actuellement. Merci Audrey. Une question qui s'adresse plus particulièrement à Jean-Georges. On le voit, l'environnement de l'intelligence artificielle est en pleine mutation, en plein essor. Les adhérents sont très attentifs également à ces critères ESG. Est-ce qu'on peut faire matcher les deux réellement et concrètement? Est-ce qu'il n'y a pas un effet marketing? Est-ce que les deux peuvent aller de pair? Alors, c'est une question, effectivement, c'est une question importante. Peut-être tout d'abord rappeler qu'à la financière d'échiquier, l'investissement responsable, c'est une longue histoire. On est présent sur ce territoire depuis maintenant plus de 15 ans avec une équipe d'analystes ESG qui remonte à 15 ans et avec 4 personnes qui sont là à plein temps et qui ne font que ça. Alors peut-être rappeler en 2 mots, l'analyse ESG, c'est tout simplement une manière de regarder l'entreprise sous un spectre qui n'est pas un spectre exclusivement financier. Donc, on va analyser le critère environnemental, le critère social et le critère de gouvernance. Et en fait, ce faisant, on a beaucoup plus d'informations sur les entreprises qu'on a en portefeuille et on les appréhende beaucoup mieux que si on reste sur ces seuls critères financiers.
Et pour nous, ce critère, c'est bien sûr d'investir de manière responsable, parce qu'on pense qu'effectivement, on souhaite le faire. Hein. La financière de l'échiquier, on a une fondation depuis plus de 15 ans, et donc c'est vraiment un thème qui nous est cher et qui nous tient à cœur. Mais la deuxième composante, c'est qu'on est aussi convaincu que ce faisant, en posant ces critères ESG, on va augmenter la performance de nos fonds. Et c'est un sujet qu'on a regardé de très très près, hein, puisqu'on a mené une étude maintenant depuis plus de 10 ans. On a fait quelque chose de très simple. On a regardé dans l'univers, dans les plus de 700 entreprises qu'on suit, les 40 entreprises qui ont les meilleures notations ESG, donc les plus vertueuses, et les 40 entreprises qui ont les moins bonnes notations ESG. Et en fait, depuis 2010, donc un peu plus de 10 ans maintenant, bah, le panier de valeurs avec les meilleures notations ESG réalise une performance de quasiment 400%, 399 pour être tout à fait exact. Le panier des valeurs ayant les moins bonnes notations ESG réalise une performance de 137%, et l'indice MSCI SRI Europe, donc l'indice ISR européen des valeurs européennes, réalise une performance de 158%. Donc on voit bien que l'ESG, et ça je pense que c'est un élément important à rappeler, c'est un vecteur de performance dans la durée. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite, cette analyse ESG aujourd'hui, alors à la financière de l'échiquier, sur les 15 milliards d'actifs sous gestion, il y en a maintenant plus de 50% qui sont labellisés ISR. Donc là, c'est le labellisateur français qui nous a donné le label français ISR. Mais l'ensemble de nos fonds sont en intégration ESG, c'est-à-dire que toutes les valeurs qu'on a en portefeuille font l'objet d'une notation ESG, y compris notre fonds sur l'intelligence artificielle. Et pour revenir un peu plus du coup sur la thématique, c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, ces notations ESG nous sont également précieuses et nous permettent d'embarquer des valeurs comme par exemple une valeur chinoise, pour revenir sur la thématique que Audrey a évoquée largement, une valeur qui s'appelle Ping Han Healthcare, qui est une valeur qui permet une valeur qui fait de la télémédecine et donc qui permet de faire 900 000 consultations par jour. Et en fait, où intervient l'intelligence artificielle, c'est dans le diagnostic, où effectivement l'intelligence artificielle, aidée par l'ensemble des diagnostics et des consultations qu'elle a fait de manière automatique, va affiner son diagnostic. Alors je vous rassure, in fine, c'est un médecin qui pose le diagnostic final, j'ai envie de dire encore, et ça permet vraiment de donner accès rapidement à des diagnostics, à une population qui est très éparpillée dans un pays qui est très vaste, et donc d'amener du bien-être auprès de ces personnes, et ce, dans un temps qui est très réduit. Peut-être un deuxième exemple très rapidement sur les diagnostics, sur les radiographies. Aujourd'hui, des outils d'intelligence artificielle arrivent à poser des diagnostics ou à détecter des tumeurs sur une radio de manière beaucoup plus précise et bien sûr beaucoup plus rapide que l'œil humain ou que tout radiologue expérimenté aujourd'hui. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle est une technologie qu'on va retrouver absolument dans tous les secteurs et qui va amener beaucoup de bien-être et d'avantages pour les populations et pour l'humanité dans sa globalité pour les années à venir. Eh bien, merci Jean-Georges. La question suivante s'adresse à Corentin. Sur les fonds thématiques qui sont l'objet de notre intervention ce soir, quels sont les thèmes atypiques, j'oserais dire disruptifs, que vous identifiez au global? Et puis également, comment appréhendez-vous la pérennité de ces choix stratégiques que vous aurez finalisés? Alors effectivement, Thématiques Asset Management, une société de gestion qui a été lancée il y a maintenant bientôt 3 ans. Et pour être effectivement dans le thème de ce soir, j'ai décidé de vous présenter 2 fonds en particulier, un sur la sécurité et un sur l'intelligence artificielle et la robotique. Quand vous isolez un thème comme celui de la sécurité, vous embarquez une croissance séculaire, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va être de l'ordre de 11% par an sur les 5-10 prochaines années. Et quand vous isolez un thème comme celui de l'intelligence artificielle et de la robotique, vous isolez une croissance
de 18% sur les 5-10 prochaines années. Et Audrey nous parlait tout à l'heure de la croissance mondiale. Vous vous rendez bien compte que c'est largement supérieur à la croissance mondiale. Sur le long terme, c'est vraiment ce qu'on va rechercher sur ces fonds-là, de la pérennité. Et donc, comment on y arrive finalement à ces statistiques de croissance? Eh bien, chez Thematics, on va s'appuyer sur 4 piliers, 4 forces majeures, je dirais, qui vont vraiment driver nos investissements. Ces 4 piliers sont la démographie, l'innovation technologique, la mondialisation et la rareté des ressources. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, mais peut-être un ou deux quand même. Le premier sur la démographie. On va passer de 7 à 10 milliards sur Terre. 10 milliards sur Terre, il faut s'imaginer que ça va être 3 stades de France qui vont arriver sur la planète tous les jours. Ce qui va être énorme, ça va vraiment modifier notre façon de consommer, notre façon de vivre, notre façon de nous déplacer. Dans un même temps, à horizon 2030, on va avoir énormément de personnes qui vont partir à la retraite, qui dans quelques années auront besoin de soins, qui se déplaceront dans les hôpitaux, qui vont se retrouver surchargés. Et typiquement, les hôpitaux, eh ben, ils vont devoir de plus en plus s'occuper de robots qui deviennent de plus en plus autonomes, de plus en plus intelligents. Donc c'est un premier point qui va driver nos thèmes. Le deuxième point sur l'innovation technologique. Aujourd'hui, vous avez 20 milliards d'objets connectés en circulation dans le monde. Dans 5 ans, vous en aurez 34 milliards. 34 milliards d'objets connectés, c'est autant de données qui vont nourrir des algorithmes, qui vont pouvoir alimenter nos robots, qui vont devenir de plus en plus efficaces, de plus en plus autonomes et de plus en plus efficients. Dans un même temps, vous êtes toujours dans l'innovation technologique, vous avez 40% de données en plus qui arrivent dans le cloud chaque année. 40% de données en plus, c'est juste énorme. Il faut s'imaginer en fait un entrepôt qui reçoit de la donnée, de la donnée, de la donnée sans arrêt. Et pour autant, cette donnée, il va falloir la sécuriser. Quand aujourd'hui, vous renseignez vos informations sur Internet, la seule peur que vous avez, c'est qu'elle fuite. Vous ne voulez pas qu'elle soit utilisée, piratée par d'autres utilisateurs. Donc, ça va engendrer énormément de sécurité à mettre en place et autant de stratégies et d'opportunités qu'on va retrouver dans nos fonds, comme celui de la sécurité et de l'intelligence artificielle et de la robotique. Donc, voilà un petit peu pour vous illustrer. On a exactement les mêmes exemples sur la mondialisation avec l'émergence d'une classe moyenne ou encore la rareté des ressources. Puisque par exemple, si on prend les robots dans l'industrie, vont utiliser, consommer beaucoup moins de matières premières que ce que va faire un humain pour fabriquer la même chose. Merci. Voilà, c'est vraiment ça qui va pouvoir permettre de driver nos stratégies et en assurer la pérennité sur le long terme à horizon 10, 15, 20 ans. Parfait, merci Corentin de ces précisions. Alors la question suivante est pour Audrey. On voit bien qu'on a beaucoup de mal à contenir la crise sanitaire, même après une campagne de vaccination assez forte dans les pays développés. Est-ce que cette émergence de nouveaux critères de santé publique, d'innovation liés à cette crise sanitaire, vous en avez, vous, saisi des opportunités chez JP Morgan? Oui, très clairement, et ça fait de nombreuses années que la santé est un thème porteur, hein. La prise de conscience du Covid n'est qu'un facteur qui se complète ce qu'on avait déjà en tête et les leviers de croissance indéniables sur la santé que sont et qu'il faut vraiment pas oublier, c'est la démographie, et ça a été évoqué, mais le vieillissement de la population est un facteur très important pour le futur. On a aujourd'hui, d'ici 2100, on aura 1/5 de la population mondiale qui aura plus de 65 ans. Donc on a une population vieillissante, ça touche les pays développés, mais ça touche aussi la Chine, qui est un des grands défis pour la Chine d'ailleurs pour les prochaines années. On a un deuxième facteur très important sur les perspectives long terme de la santé, c'est bien sûr la part croissante des émergents dans les dépenses de santé. L'émergence de la classe moyenne dans ces pays-là va avoir comme conséquence une augmentation des dépenses de santé. Plus on gagne d'argent, plus on a tendance à augmenter ses dépenses sur la santé. Et on constate d'ailleurs dans ces pays-là de plus en plus de maladies type diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Donc tout ce qu'on a dans nos pays, on voit qu'ils arrivent dans les pays émergents. Donc ça aussi un facteur de soutien. Et le dernier aussi qui a été évoqué, mais c'est tout ce qui est avancée technologique, innovation, avancée de la médecine, ça n'arrête pas. 2020, vous avez vu, on a créé un vaccin en un temps record. Et aujourd'hui, c'est pas nouveau, hein, les avancées dans la médecine. Dès qu'on ouvre le journal, il y a toujours une news sur quelque chose qui vient de se passer. Ce matin, désolé pour l'exemple, mais je l'ai lu ce matin, première greffe d'un rein de porc génétiquement modifié sur un être humain, et a priori, ça a fonctionné. Donc voilà, c'est tous les jours des nouveautés qui arrivent. Donc le thème de la santé doit être au cœur vraiment des allocations. C'est un élément clé, c'est de la lisibilité à très long terme.
Merci Audrey. Pour la dernière question collégiale autour de la table, quelle est tous les sujets d'intérêt, on a évoqué de nombreux sujets d'intérêt ce soir, quels sont les véritables gagnants, quels seront les véritables gagnants sur le long terme qui permettront encore une fois de construire cette performance régulière de plus-value intégrant croissance évidemment du chiffre d'affaires et croissance des résultats boursiers, hein, bien entendu. Donc, quels sont pour vous ces véritables gagnants sur, on va dire, 10-15 ans? Allez, je vais commencer par Audrey parce que ça sera peut-être dans la continuité de ce que vous évoquiez. Exactement. Donc, vous avez compris que le premier thème qui nous tient à cœur chez JP Morgan, c'est bien sûr la santé, hein, avec notre fonds JP Morgan Global Healthcare. Pour ce que j'ai évoqué, hein, un thème lisible à long terme, des vraies raisons d'y investir. Vous avez les performances qui s'affichent d'ailleurs sur l'écran. C'est quoi? C'est un fonds qui est géré par une équipe d'experts chez JP Morgan. On a 10 experts. Hein. Vous avez compris, un ancien médecin, une spécialiste du secteur de la santé et encore 8 autres personnes qui l'accompagnent. Nous, on aborde le thème de façon globale puisqu'on va s'intéresser à la fois aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, technologies médicales et services de santé. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette approche globale et également sur un portefeuille international. Donc, on investit sur toutes les zones partout dans le monde pour essayer de capter les opportunités et on est vraiment sur de la gestion de conviction sur ce produit-là avec des performances qui sont très belles sur le long terme et puis surtout un secteur qui est sur des valorisations plutôt attractives. Hein. Dans un monde où tout est cher aujourd'hui, on a un secteur qui n'a pas tant rebondi que ça par rapport à d'autres secteurs. Donc ça, c'est mon premier thème. Le fonds a été créé en 2009, je précise aussi, si vous voulez regarder un petit peu l'historique. Deuxième thème, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la technologie. Et ça, je pense que mes camarades ne vont pas dire le contraire. Donc nous, on vous propose un fonds sur la technologie américaine. Hein. La technologie, pourquoi? L'innovation technologique, c'est omniprésent, ça modifie nos comportements, nos vies quotidiennes, nos économies. Pour nous, c'est même plus un thème, c'est une force séculaire. Ça touche tous les pans, tous les secteurs quasiment. Et donc, on ne peut pas ne pas en avoir. La part de la technologie dans les indices mondiaux et dans l'indice américain est très importante. Aux États-Unis, ça doit être 20-25% du S&P 500. Donc, c'est vraiment clé pour nous d'investir. Alors, la tech, attention, ce n'est pas que nos fameux GAFAM, hein, ce n'est pas que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. C'est un thème bien plus profond. Et là aussi, nous, on l'aborde de manière très, très générale puisqu'on va s'intéresser à l'intelligence artificielle, comme l'exprime Jean-Georges, semi-conducteurs, la 5G, le cloud, le paiement électronique, la publicité digitale et ça va jusqu'aux voitures autonomes. Donc, un thème très global géré par une équipe d'experts. Et là, on reste dans un univers uniquement américain puisque c'est là où, à la base, on a le vivier de toute la connaissance sur les techs. Donc, une performance assez incroyable, hein, puisque l'année dernière, le fonds a fait 70% de performance et l'année d'avant, 44%. Donc, vraiment un très bel historique sur ce produit-là. Et Audrey, quel est le niveau de risque de ces deux fonds, vous savez, entre 1 et 7? Alors, les deux fonds sont dans des risques 6, hein, donc on reste sur des fonds actions qui restent volatiles. Alors, la santé un petit peu moins, mais c'est vrai que la technologie US, si je puis me permettre quand même, hein, après ces belles performances, attention, hein, dès que là, on a des marchés qui sont un petit peu plus agités, on risque d'avoir des prises de bénéfices sur ce qui a le mieux marché, donc la tech, et donc on peut avoir quelques soubresauts et un peu de volatilité sur ces produits-là. Attention, en versement programmé, c'est ce qui nous paraît le plus pertinent sur des fonds qui restent des fonds actions. Donc attention au point d'entrée. Donc du programmé, ça nous semble plus logique pour éviter un mauvais point d'entrée. Merci Audrey. Donc je m'adresse à Jean-Georges. Donc on sait très bien que les deux fonds que vous allez nous présenter sont des fonds phares, beaucoup plus récents, hein, à la financière de l'échiquier, intelligence artificielle et World Next Leaders. Quelles sont les performances et puis quelle est votre vision sur ces deux fonds que vous soutenez de façon extrêmement forte? C'est vrai qu'on a été la première société de gestion en France à lancer un fonds pur sur l'intelligence artificielle parce qu'en fait, dans notre fonds global, très rapidement, il nous est apparu que c'était une thématique qui allait irriguer l'ensemble de l'économie et qui allait être un levier de croissance absolument formidable pour les années à venir.
Et c'est vrai que le fonds vient de fêter ses 3 ans, mais il affiche déjà un peu plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. Et donc, c'est vrai que le fonds a rencontré son public. Peut-être juste avant de démarrer sur les fonds, si je peux me permettre un petit conseil de lecture, il y a un livre absolument passionnant sur toutes ces thématiques et sur tout ce qu'on évoque, qui est un ouvrage qui est publié par la CIA. La CIA publie un rapport à chaque nouveau président des États-Unis. Et le livre s'appelle, il est accessible en français, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies, il s'appelle Le Monde en 2040. Et dans cet ouvrage, ils abordent plein de sujets qu'on a abordés, bien sûr la démographie, bien sûr la santé, les enjeux politiques. Et c'est un exercice de projection sur les 20 prochaines années. Et sur la partie purement technologique, en fait, il y a 2 sujets qui sont majeurs et qui, en tout cas alors c'est pas uniquement la CIA, c'est la CIA qui fait appel aux meilleurs experts mondiaux pour essayer en tout cas de dessiner le monde de demain. Et il y a 2 thématiques sur lesquelles ils sont vraiment, où ils sont la conviction que ça va être 2 thématiques qui vont être les énormes leviers de la croissance de demain. C'est d'une part l'intelligence artificielle, on en a déjà beaucoup parlé, et le deuxième, c'est l'industrie de l'espace. Et voilà, donc ça c'est vraiment les 2 thèmes forts. Alors pour revenir à Échiquier Artificial Intelligence, donc c'est un fonds maintenant effectivement qui fête ses 3 ans, c'est vraiment une brique pure et c'est un fonds qui va autant investir dans des entreprises qui sont entre guillemets les fabricants des algorithmes et de l'intelligence artificielle, mais aussi c'est un fonds qui va investir sur l'ensemble de l'univers qui est autour de l'intelligence artificielle, parce qu'on peut aussi avoir des entreprises qui, en utilisant fortement l'intelligence artificielle, vont réussir à développer une croissance absolument incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce portefeuille, dans les 2 d'ailleurs, on est sur un univers d'entreprises qui sont des entreprises en très forte croissance, puisque la moyenne des entreprises en portefeuille, on est sur des croissances attendues sur les 3 années à venir, et ce sont des sources de providers de données externes, ce ne sont pas les nôtres, sur des croissances de chiffre d'affaires ou de résultats qui sont de plus de 30%. Donc on voit bien que là, on a isolé au sein de l'ensemble des actions mondiales vraiment les entreprises qui ont le chemin de croissance le plus fort. Alors évidemment… Oui. C'est effectivement ça, et on sent bien aussi que la CIA est très intéressée au sens large. Elle prend de nombreuses participations dans des sociétés de high-tech européennes. Merci Jean-Georges pour cet éclairage. La question suivante s'adresse à Corentin. Corentin, on voit bien que les 2 fonds que vous allez mettre en avant sur la sécurité, la cybersécurité et les robots sont d'un intérêt majeur. Est-ce que vos fonds délivrent de la performance? Ils sont aussi en risque 6, on ne l'a pas dit pour Jean-Georges, mais c'est du risque 6, donc des fonds qui sont avec un niveau de risque assez élevé. Est-ce que la performance attendue, elle est là? Et quelle est votre vision sur ces 2 fonds que vous allez nous présenter? Oui, alors effectivement, j'ai commencé un petit peu à en parler tout à l'heure en indiquant voilà, la croissance séculaire qui était prévue sur ces 2 thématiques, ces 2 thèmes dans les 5-10 prochaines années à venir. Ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, on est sur des fonds SRRI 6, donc assez risqués, des fonds 100% actions. Pour autant, on a des fonds voilà, qui vont être assez résilients dans les phases de baisse, qui vont bien pouvoir rebondir dans les phases de hausse et qui sont surtout très résilients sur le long terme. Et pourquoi? Eh bien, un peu pour rebondir sur ce que je disais au début, mais on ne va en aucun cas avoir des fonds sectoriels. On va avoir des fonds thématiques globaux, et que ce soit au sein du fonds sur la sécurité ou de l'intelligence artificielle et de la robotique, on va jouer 6 segments de l'économie. Typiquement, sur la sécurité, on va avoir une partie plus monde numérique, monde digital, sur laquelle on va retrouver toute la partie connexion et achat. Et effectivement, quand on pense au thème de la sécurité, on pense souvent à tout ce qui va être cyberassurance, cybersécurité. Alors effectivement, on va retrouver des entreprises qui vont travailler dans le scan des entreprises pour lutter contre les intrusions de virus. C'est quelque chose vraiment dans l'air du temps. Au niveau des achats, des entreprises qui vont travailler sur tout le contrôle pour les terminaux de paiement. Effectivement, aujourd'hui, ça nous paraît évident de payer avec notre carte bancaire, mais il y a énormément de sécurité embarquée pour s'assurer que notre argent va bien de notre compte jusqu'à celui du commerçant sans être intercepté en chemin. Et on va avoir toute la partie monde réel, je dirais,
qui est vraiment intéressante et qui montre vraiment la diversité de ce thème, avec tout ce qui va être alimentation, mobilité, vie quotidienne, vie au travail. Et pour vous donner un exemple sur l'alimentation, par exemple, on va retrouver une entreprise comme Eurofins qui va s'attacher au contrôle de toute la chaîne alimentaire. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, quand vous allez par exemple au McDo, eh ben, votre hamburger, avant de le retrouver dans votre assiette, il a été touché par 14 paires de mains. On pourrait se dire que c'est énorme, mais aujourd'hui, quand on va au restaurant, la seule chose dont on a peur, c'est de se retrouver malade ensuite. Donc, il y a énormément de choses à faire sur la sécurité. Un autre exemple sur le travail, on va travailler avec une entreprise qui s'appelle Alma Group, qui va fournir typiquement des casques intelligents pour les unités de pompiers en intervention. Des casques qui vont pouvoir délivrer de l'oxygène dans la visière, leur permettre de donner des repères également, qui va réduire de plus de 50% les risques en intervention. Et très rapidement, sur l'intelligence artificielle et la robotique, on va retrouver exactement la même chose. Et on a été la première société de gestion à grouper ces deux thèmes, l'intelligence artificielle et la robotique, parce que selon nous, l'un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Et donc, on va retrouver tout ce qui est automatisation des usines, avec typiquement des robots dans des entreprises comme Amazon qui vont pouvoir permettre de préparer les colis, préparer les commandes. On va avoir l'automatisation médicale avec une expertise de Da Vinci qui va permettre à un chirurgien à New York, derrière son écran ultra haute définition avec des joysticks, d'opérer un patient qui va être par exemple à Paris, de l'autre côté de l'Atlantique. Et également, voilà, sur tout ce qui va être automatisation grand public, une entreprise comme iRobot, qui est le leader des robots tondeuses dans le monde. Donc, on joue vraiment tous les segments qui va expliquer la résilience des thèmes sur le long terme. Merci Corentin pour ces éclairages. On va sans doute passer à la séance des questions et je vais servir le premier en posant à Corentin puis à nos deux autres intervenants une question partagée. Pour Corentin, vous qui présentez un fonds sur le thème de la sécurité, on voit bien que Wirecard, l'an dernier, une entreprise majeure du DAX, qui était à l'époque 30, il est passé à 40, a fait faillite dans les paiements sécurisés. Est-ce que parfois on a suffisamment de contrôle pour ces sociétés qui vendent beaucoup de rêves et puis finalement il n'y a pas toujours au rendez-vous les attendus? Non, vous avez raison, c'est un point vraiment qui est essentiel au sein de la gestion. C'est pour ça que voilà, on joue des entreprises très diversifiées sur différents segments. On a des portefeuilles qui vont être composés d'une cinquantaine d'entreprises pour vraiment essayer, malgré nos convictions, de limiter le risque spécifique qu'on pourrait avoir sur une valeur en particulier. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Jean-Georges tout à l'heure, nos fonds sont également labellisés ISR. On va avoir cette analyse ESG et l'un des principales, donc cette analyse ESG va nous permettre de saisir des opportunités, mais également de se prémunir de certains risques, comme celui-là. Le principal risque sur les thématiques, ça va être le risque de rupture technologique notamment, qu'on va pouvoir retrouver voilà, sur ce type d'entreprise. Et donc, toute cette analyse en amont, cette analyse de risque est bien évidemment suivie au quotidien par les gérants et par les analystes pour se prémunir de risques comme vous avez cité, qui peut bien évidemment arriver. Et ça va être tout l'intérêt de notre style de gestion, de faire tout le travail nécessaire en amont, mais également au quotidien dans le suivi des entreprises sur un horizon de 10-15 ans pour s'assurer que les entreprises sont bien dans les clous et sont saines et pérennes sur le long terme. Merci Quentin. Alors la deuxième question va s'adresser à la fois à Audrey et Jean-Georges. On a bien vu en 2016 la société allemande phare en robotique, KUKA, qui a été rachetée par un Chinois. Est-ce que ça a véritablement un sens, comme on l'a beaucoup entendu à la suite du rapatriement des compétences en Europe, par exemple, ou sur le territoire national, de préserver le drapeau de compétences français ou allemands et de ne pas laisser filer des entreprises phares à l'étranger. Jean-Georges, quelle est votre analyse sur sur cet aspect-là? C'est évident que, en tout cas, la France et l'Europe de manière plus large a intérêt à garder ses talents ou en tout cas ses entreprises technologiques les plus en pointe.
Ce qu'on peut déplorer à ce stade, c'est que finalement, il y en a assez peu. Et si on regarde ce qui se passe sur l'intelligence artificielle, force est de constater que ça se passe très peu en Europe, ça se passe beaucoup aux États-Unis, ça se passe beaucoup en Chine, ça commence à y avoir une vraie expertise en Israël, mais voilà à peu près les endroits où effectivement on va, nous, aller dénicher les entreprises qu'on va avoir en portefeuille. Donc ça, effectivement, on peut le regretter. C'est un problème qu'on évoque souvent, hein, c'est-à-dire qu'on a des gens et des ingénieurs, et surtout sur l'intelligence artificielle, des gens qui sont très bien formés, mais comme souvent, ils sont très vite recrutés par des entreprises, en tout cas jusqu'alors américaines. Et donc, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui effectivement le gouvernement qui investit et qui a investi avec l'arrivée du rapport Tibi, a décidé d'investir des montants assez importants, en tout cas, sur l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que force est de constater, ça ne se passe pas beaucoup en Europe et en France pour l'instant, en tout cas sur ces thématiques-là. On désespère pas d'avoir des entreprises en germe, et le dernier plan qui a été annoncé va drainer des montants verts pour aider ces entreprises naissantes, ces startups, à devenir effectivement des entreprises de taille dans ces industries de l'intelligence artificielle. Mais oui, aujourd'hui, et d'ailleurs, ça montre bien que l'intelligence artificielle est devenue un élément et un domaine tellement clé qu'aujourd'hui, c'est l'hégémonie mondiale des deux grandes économies, c'est-à-dire les US et les États-Unis et la Chine, qui en fait font une course absolument effrénée pour être les leaders sur cette technologie-là, parce qu'ils ont bien à l'esprit que c'est là où le match, si vous me permettez l'expression, va se jouer dans les 10 à 15 années à venir. Merci. Et Audrey, donc voilà la même question. Globalement, est-ce que ces échappées belles de compétences concernent aussi les fonds et les thèmes que vous gérez? Oui, sur la tech en général, malheureusement, sur beaucoup de segments de la tech, on constate que l'Europe est à la traîne très clairement, et que dans la course, comme l'a si bien dit Jean-Georges, à la première puissance économique mondiale, l'enjeu de la technologie est central, et la Chine et les États-Unis mettent beaucoup d'argent sur la table pour développer de plus en plus et innover. Et en Europe, on est très clairement à la traîne, et un exemple, un des segments dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les semi-conducteurs, typiquement, hein, où on est nulle part et on est dépendant de l'Asie, des États-Unis. Je vous rappelle, hein, cette puce électronique qui est en rupture de stock en ce moment, hein, qui impacte, c'est celle que vous retrouvez dans les portables, les téléphones, un peu partout dans votre frigo, mais aussi dans la voiture, et qu'aujourd'hui, il y a des chaînes de production automobiles qui s'arrêtent parce qu'on n'a pas ce semi-conducteur, et qu'en Europe, on n'a pas grand-chose. Donc voilà, c'est vrai que c'est un sujet, et on espère que la tendance s'inversera, mais ça va être compliqué puisque les moyens mis en place par les deux grandes puissances mondiales sont conséquents. Merci Audrey. Est-ce que nous avons des questions complémentaires, Nathalie? Oui, une première question, plutôt macro et pour Audrey. Comment se positionner aujourd'hui? Certains parlent du début d'un nouveau cycle économique à venir, d'un marché beaucoup trop haut, trop cher. Faut-il tout de même penser à se positionner de suite? C'est une excellente question, puisque la question que nous posent tous nos clients, c'est OK, vous nous dites que l'environnement macroéconomique est plutôt positif, que les entreprises sont bien positionnées, dégagent des bénéfices. Hein, quand on investit en bourse, c'est pour aller vers des entreprises saines qui vont bien. Mais les marchés sont élevés, et c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas évidents. Donc se positionner, ce n'est pas très facile quand on veut aller aujourd'hui sur les marchés, d'où l'idée des versements qu'on va arriver. Mais si on regarde de manière très concrète, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Faire du monétaire, sachant qu'on a de l'inflation de 3% en Europe, vous perdez de l'argent. Faire du marché obligataire, vous le savez, les banques centrales aujourd'hui tiennent complètement et administrent le marché obligataire, donc les emprunts d'État sont voués à vous faire plus mal que du bien. Donc il reste les actions, c'est ce marché action qui est notre préférence aujourd'hui, très clairement. C'est là où on aime aller, et on pense que c'est là où on aura de la performance pour les années à venir, mais les perspectives de gains sont moins fortes que ce qu'on a pu connaître. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, il faut quand même regarder au sein de chaque pays, chaque zone, il y a encore des endroits où on peut trouver
des choses un peu moins chères. J'ai parlé de la santé. La santé n'a pas connu le parcours de performance de la tech. Et pourtant, c'est un thème très visible que je vous l'ai expliqué. On a fait 12% de performance l'année dernière, 12% cette année. Donc, il y a des points d'entrée intéressants. Il y a, par exemple, des secteurs comme les financières aux États-Unis où avec les hausses de taux aux États-Unis, on pourrait avoir un intérêt. Donc, voilà, il faut aller chercher, faire confiance à un gérant qui fait du stock picking et puis s'investir progressivement. C'est vraiment l'élément clé aujourd'hui. Puis bon, le dernier marché quand même un peu moins consensuel, très clairement, avec la baisse qu'on a connue, c'est la Chine. S'il y a un endroit où c'est moins cher aujourd'hui et que les valorisations sont devenues attractives, l'Asie, la Chine sont des endroits où on peut se positionner avec parcimonie. Le risque est important, mais ça me paraît plutôt pertinent de commencer à créer des positions sur la deuxième puissance économique mondiale. Merci Audrey. Y a-t-il d'autres questions, Nathalie? Oui, merci. Une question pour Corentin. Les fonds thématiques présentés existent depuis quelle date? Alors, ils ont été lancés fin 2019. Ils vont arriver à 3 ans de performance. Donc, ils ont été lancés effectivement en 2019, ce qui nous permet aujourd'hui d'afficher des performances à 1 an et voilà, bientôt 3 ans. Mais pour autant, quand bien même on a que 3 ans bientôt 3 ans de performance, je dirais, on a quand même traversé des cycles de marché inédits avec une année 2019 extrêmement porteuse sur les marchés d'actions. Et on voit bien que les deux fonds que je vous ai présentés ont délivré plus 35 et plus 40%. Une année 2020 inédite avec une crise qu'on a connue sans précédent. Et puis, dans une deuxième partie de l'année, une accélération relativement conséquente. Et quand bien même, dans cette première partie de l'année, les fonds ont plutôt bien résisté. Ils ont extrêmement bien rebondi pour terminer l'année à plus de 25% de performance chacun. Et puis, une année 2021 plutôt porteuse, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois, on est dans un environnement extrêmement volatile et pour autant des stratégies vraiment de long terme qui portent des valeurs à 10-15 ans qui résistent très bien et qui, voilà, en year-to-date, délivrent toujours plus de 20% de performance. Donc, on est sur des fonds risqués, c'est sûr, mais des fonds de long terme, plutôt résistants quand même en phase de baisse, de par les verticaux dont je parlais tout à l'heure qu'ils assènent. Et pour suivre Audrey, ce qu'elle disait, c'est vrai que les versements programmés sont une solution tout à fait intéressante, typiquement aujourd'hui où on pourrait penser que les valorisations sont hautes, quand bien même nos performances de croissance, comme je le disais tout à l'heure, sont toujours très très bonnes. Merci, Merci Corentin. Quel risque sur les technologies si les taux obligataires remontent? Peut-être pour Jean-Georges. Oui. Alors, on l'a vu, effectivement, la remontée des taux pour ces valeurs de croissance, voire d'hyper-croissance, c'est jamais une bonne nouvelle, puisqu'en fait, les croissances anticipées avec des taux qui augmentent mécaniquement se voient diminuer et donc les valorisations sont plus faibles. Donc ça, on l'a connu sur nos fonds, que ce soit Échiquier Artificial Intelligence ou Échiquier World Next Leader. C'est vrai qu'à partir de février, quand les taux se sont tendus, on a eu effectivement une réaction sur les valeurs liquidatives. Il faut dire qu'on venait également d'un parcours de performance où respectivement, Échiquier Artificial Intelligence avait fait plus de 72% sur l'année 2020, Échiquier World Next Leader 92%. Donc, on peut aussi comprendre qu'à un moment, ces valeurs-là aient besoin de souffler un peu. Après, notre scénario aujourd'hui, c'est pas, effectivement, on a une inflation qui s'installe. Il y a ce grand débat qu'Audrey a justement évoqué de transitoire, pas transitoire. Est-ce que c'est un transitoire qui dure? Nous, on pense qu'effectivement, les forces déflationnistes à l'œuvre dans nos économies restent quand même très, très fortes. Et la productivité induite par les technologies en est vraisemblablement une des plus importantes. Et que ça va rester, en tout cas, on ne va pas revoir une inflation absolument comme on a pu le connaître dans les années 70 ou 80. Donc, ça va être relativement maîtrisé. Et puis, ces impacts de l'augmentation de taux sont toujours des impacts qui sont des impacts qu'on va avoir à court terme, qui vont durer quelques mois. Et encore une fois, je pense que ces thématiques que nous représentons tous les trois là, ce soir
sont des thématiques qui, en fait, ont également la vertu de nous reprojeter dans la durée. C'est-à-dire que l'investissement en action est un temps long. Donc, en tout cas, pour ma part, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas à minima 5 ans devant vous, n'y allez pas. Et si effectivement vous avez du mal à accepter que des fonds puissent perdre 10, 15, 20%, il ne faut pas y aller. En tout cas, sur les fonds de la financière d'échiquier. Donc, il faut accepter qu'on puisse avoir à court terme un peu ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire des variations qui peuvent être assez importantes, que effectivement ça puisse à certains moments, et le fait est que personne ne le connaît, et que donc il faut avoir cette logique d'investisseur long. En revanche, si on a 5 ans et plus, là on a quand même une certitude très forte d'être sur des thématiques qui vont générer dans les portefeuilles beaucoup de valeur. Alors bien sûr, encore une fois, de manière, il faut les implémenter en fonction de votre appétence au risque à 5, 10, 15%. Pour certains, ça sera peut-être plus. Mais en tout cas, voilà, ça doit être une poche d'une allocation, qui doit être la poche dynamique et qui doit être le fonds de portefeuille à plus de 5 ans sur lequel, effectivement, vous n'allez pas bouger et effectivement, la durée va faire que vous allez retrouver des rendements qui vont être délivrés par ces valeurs de manière assez naturelle dans le temps. Eh bien, merci Jean-Georges. Nous allons clôturer ce webinaire par la traditionnelle conclusion qui va vous être présentée ce soir par Geoffrey Delarue, qui est conseiller en gestion patrimoine au sein de nos équipes patrimoniales. Quant à moi, et je vous souhaite une très belle soirée. Geoffrey, je vous laisse la parole pour la conclusion de ce soir. Oui, merci Jean-Yves. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on va clôturer ce webinaire en reprenant les principaux points qui nous semblent essentiels à retenir. On l'aura bien compris, l'une des alternatives pour continuer de diversifier vos portefeuilles et vos contrats, c'est d'aller vers ces fonds thématiques qui vont rechercher les entreprises et les secteurs d'activité qui feront la croissance de demain. On a cité très largement aujourd'hui l'intelligence artificielle, la santé, les biotechnologies, l'environnement ou encore le bien-être. Cependant, attention tout de même à ne pas succomber aux effets de mode et à aller chercher des secteurs d'activité durables, d'aller chercher le meilleur couple rendement-risque, comme l'a été par exemple la technologie sur ces 20 dernières années. Enfin, nous avons pu observer que les critères ESG étaient également gages de performance et ne rémunéraient pas moins finalement que des fonds qui ne respecteraient pas ces critères ESG. Voilà pour cette conclusion. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au plaisir d'échanger dès demain par téléphone ou par mail sur ces fonds thématiques. Je vous souhaite une très bonne soirée.